On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Michel Pialou pour échanger autour de son livre Le temps d'écouter, enquête sur les métamorphoses de la classe ouvrière, qui est paru aux éditions Raison d'agir en 2019. À ses côtés, nous accueillons également Paul Pasquali, qui est chargé de recherche au CNRS. Spécialiste des mobilités sociales, Paul a mené plusieurs recherches sur l'histoire des enquêtes en sciences sociales, et c'est lui qui a été l'éditeur de ce livre de Michel. Alors pour rappel, cette séance, elle était initialement prévue en 2020. Alors, elle a dû être reportée à plusieurs reprises, notamment en raison de la crise sanitaire. Donc c'est vraiment un très grand plaisir qu'on reçoit enfin Michel et Paul pour parler du travail de Michel. Alors, avant de donner quelques éléments de cadrage sur le livre et sur le déroulement de la séance, je voudrais revenir, s'il est besoin, sur quelques jalons du parcours académique et intellectuel de Michel. Alors, Michel a été enseignant à la Sorbonne à partir de 1969. Il était avant ça enseignant de lettres dans le secondaire. À peu près à la même période, il intègre le Centre de sociologie européenne. Et il restera toute sa carrière. Et à côté de ses cours à l'université, il va également enseigner dans le DEA de sciences sociales créé en 1983 à l'ENS Ulm à l'initiative de Jean-Claude Chamboredon. Et c'est notamment dans le cadre du stage de terrain organisé dans le DEA de sciences sociales de l'ENS qu'il rencontre Stéphane Beau en 1987, qui est alors étudiant en DEA, rencontre qui sera donc le point de départ d'une longue collaboration entre eux. Alors, les recherches de Michel ont donné lieu à de nombreux textes et ouvrages importants, dont plusieurs sont devenus des classiques de la sociologie. Alors, parmi les plus connus au niveau des textes, Jeunesse sans avenir et travail intérimaire, dans Actes de la recherche en 1979, Alcool et politique dans l'atelier, une usine de carrosserie dans la décennie 1980, dans Genèse en 92, et bien sûr les chroniques Peugeot, les 4 chroniques Peugeot parues entre 1984 et 1985 dans Actes de la recherche en sciences sociales, coécrite avec Christian Corouge. En 1993, Michel a eu une place centrale dans l'ouvrage dirigé par Pierre Bourdieu, La misère du monde, dans lequel il a écrit plusieurs textes, seul ou avec Stéphane Beau, dont l'un d'eux, le désarroi du délégué, a inspiré le film des frères Dardenne, 2 jours, 1 nuit. Et puis au niveau des ouvrages, on pense bien sûr à Retour sur la condition ouvrière avec Stéphane Beau en 1999, Violences urbaines, violences sociales, toujours avec Stéphane Beau en 2005, et en 2011, Résister à la chaîne, dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un sociologue avec Christian Corouge. Alors dans cet ouvrage, Le temps d'écouter, enquête sur les métamorphoses de la classe ouvrière, on retrouve certains de ces textes devenus des classiques, alors notamment, je ne les cite pas tous, Jeunesse sans avenir et travail intérimaire. On retrouve également la première chronique Peugeot que j'ai évoquée. Mais on retrouve aussi, et surtout, des textes qui ont été publiés, mais qui sont restés assez méconnus, notamment parus à la fin des années 70 dans la revue Critique de l'économie politique. Alors, je pense, entre autres, à une superbe recension critique, en 78, recension d'une trentaine de pages, de l'ouvrage de Jacques Donzelot, La police des familles. Et puis, il y a aussi, dans ce livre, plusieurs textes inédits qui sont tirés des 1300 pages de la thèse d'État de Michel, thèse qu'il n'a pas soutenue à l'époque et qui a finalement très peu été exploitée sous forme de publication scientifique. Donc ce livre, c'est aussi l'occasion de découvrir ce travail. Donc, Le temps d'écouter est un ouvrage qui donne vraiment une vue d'ensemble du travail sociologique de Michel depuis la fin des années 60. Comme le souligne Stéphane Beau dans la postface du livre, le nom de Michel Pialou est sans doute pour la plupart des gens intéressés par les sciences sociales associé à celui de Stéphane Beau depuis la parution de Retour sur la condition ouvrière en 1999. Et donc, comme le dit Stéphane, un des grands intérêts du livre, c'est de faire découvrir au lecteur un Pialou avant Beau et Pialou. Alors, à travers les différentes enquêtes qui composent le temps d'écouter, on découvre ainsi les enquêtes de Michel. Alors, on peut les classer en 3 moments, sans doute. Premier temps, entre 1967 et 1980, les enquêtes sur l'habitat précaire, le travail intérimaire et les transformations du sous-prolétariat dans la banlieue parisienne. Ensuite, entre 80 et 83, une recherche sur les ouvriers en Picardie. Et puis, à partir de 1983, ces travaux sur les ouvriers de Sochaux. Alors, la structuration du livre, Le temps d'écouter est composé en 12 chapitres
qui sont, pour reprendre l'expression de Paul dans l'ouvrage, une mise en livre des textes de Michel, dont 3 ont été écrits en collaboration, donc un avec l'économiste Bruno Terray, un autre avec le statisticien Alain Desrosières, et enfin un texte avec l'ouvrier Christian Corouge, donc cette première chronique Peugeot. Ces 12 chapitres sont répartis en 2 grandes parties, qui sont finalement associés à 2 lieux, à partir desquels Michel a enquêté sur les classes populaires. Donc la première partie est intitulée « Cité, logement précaire et stigmate social ». La seconde partie est intitulée « Usine, rapport de domination et résistance ouvrière ». Chaque chapitre est précédé d'une introduction de Paul Pascoli, très précieuse, permettant de resituer le texte dans son contexte et d'en soulever les principaux enjeux théoriques et méthodologiques. À cela s'ajoute une introduction générale de Paul, un long entretien passionnant que Paul a mené avec Michel et une postface de Stéphane Beau. Alors, à la lecture du livre, il est difficile de ne pas avoir une admiration par l'ampleur du travail sociologique réalisé par Michel, qui est marqué par une très grande exigence théorique et empirique, des analyses extrêmement fines, servies par une écriture précise, simple et très créative. Personnellement, ce qui m'a particulièrement frappé à la lecture du livre, c'est combien cette œuvre a été novatrice, mais également combien elle résonne et aide à penser tout un ensemble de questions sociologiques très actuelles. Je prendrai ici quelques exemples. D'abord, au regard de la littérature sur la sociologie des classes populaires, on retrouve dans les textes de Michel, dès la fin des années 70, des analyses sur les logiques de différenciation interne aux classes populaires, ou bien encore sur le rapport entre exploitation, dépossession et résistance à la domination, qui finalement résonne assez fortement avec les réflexions postérieures de Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, parues dans Le Savant et le Populaire en 1989. Je pense aussi aux analyses relatives aux logiques de distinction et de mépris internes aux classes populaires, que l'on retrouve dans plusieurs textes de Michel, notamment tout ce qui porte autour de sa thèse sur les cités de transit et d'urgence, où sont analysées des formes de mépris exercées par certaines fractions des classes populaires en direction de la basse classe, pour reprendre une expression qu'on retrouve dans le livre, en les rapportant à leurs conditions d'existence. Et on voit tout l'enjeu, et Michel souligne tout l'enjeu, de faire une sociologie relationnelle du sous-prolétariat. Et tout ça résonne assez fortement avec des travaux qui me semblent très actuels sur les différenciations internes et les logiques de distinction internes aux classes populaires. Ensuite, au regard de la méthode sociologique, dans plusieurs textes, on retrouve posés les enjeux relatifs à l'analyse intensive de cas en sociologie pour en tirer des résultats sociologiques de portée générale. La pratique de l'ethnographie sociologique et la manière dont les entretiens sont menés, avec l'importance de l'écoute, mais également l'attention qu'on retrouve dans les textes aux observations et aux petites observations desquelles on peut tirer des résultats sociologiques d'ampleur. C'est vraiment ce qui est central dans le travail de Michel, mais en même temps, tout en ayant ce souci du qualitatif, pour le dire vite, de l'écoute et de l'observation, eh bien ce souci n'est jamais exempt, bien au contraire, d'une réflexion et d'une mobilisation des méthodes quantitatives, notamment à l'heure aujourd'hui où la thématique des mixed méthodes reviennent un petit peu sur le devant de la scène. On trouve dans le livre des réflexions et des mises en œuvre précieuses de l'articulation entre ethnographie et statistique. Alors je pense tout particulièrement à un texte qui s'intitule « Rapport au travail et gestion de la main-d'œuvre, problème de méthode », qui a été coécrit avec Alain Desrosières en 1983. Enfin, je voudrais insister également sur l'écriture sociologique de Michel. Alors, on retrouve dans ce travail différents registres d'écriture, et notamment des innovations qui amènent, il me semble, à réfléchir à l'articulation entre restitution de la parole des enquêtés et interprétation sociologique. Alors je pense évidemment à la manière dont est écrite la chronique Peugeot avec Christian Corouge, mais également au texte Critique économique et honneur social, Ahmed K, un ouvrier qui résiste. Ces textes qui se composent
sorte d'un texte de cadrage sociologique, puis d'une restitution des extraits d'entretien. Ces textes parus entre 83 et 84 ne sont évidemment pas sans rappeler le format des textes qui composeront, 10 ans plus tard, La misère du monde. Je pense également, dans ces innovations en termes d'écriture, à un texte paru en 1995, paru dans la revue Travail et Emploi, sur l'ouvrière et le chef d'équipe, un texte de 60 pages, ce qui est assez inhabituel au regard des formats actuels des textes en sociologie, où finalement l'écriture nous amène dans une certaine d'énigme, une sorte de pièce de théâtre, pour reprendre les mots de Christian Baudelot dans une recension qu'il a consacrée au livre de Michel. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas lu le livre, je vous invite vraiment à vous y plonger, tant c'est une mine d'or à la fois pour la pratique de la recherche sociologique, mais également, aussi il me semble, et je pense que c'est important de l'avoir en tête aussi, pour la pratique de l'enseignement de la sociologie. Je trouve qu'il y a beaucoup de textes très utiles, à mon avis, pour construire des cours. Donc, en préparant cette séance avec Michel et Paul, on a convenu que l'idée serait d'essayer, dans la mesure du possible, d'avoir des échanges pas trop formels. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on écoute Paul et Michel nous parler de la genèse de ce livre. Ensuite, on a pensé, en préparant la séance, que ça pouvait être une bonne idée que Nicolas Renaï, qui est présent avec nous aujourd'hui, et que nous sommes contents d'accueillir, évidemment, et que je remercie. On s'est dit que ce serait une bonne idée que Nicolas puisse lancer la discussion. Nicolas a notamment été un interlocuteur privilégié au moment de la fabrique de ce livre. Il connaît très bien le travail de Michel. Et puis, aussi, il mène actuellement une recherche sur les affouages dans la région de Sochaux, en ayant comme informateur privilégié Christian Corouge. Et donc, ce sera l'occasion de pouvoir échanger notamment sur les relations enquêteurs-enquêtés. Et puis, je vous propose par la suite que chacune puisse poser les questions qu'il le souhaite. Moi, j'en ai sous le coude, mais évidemment, la parole est libre. Voilà, donc Paul, Michel, à vous. Moi, je vais dire très peu de choses, mais d'abord que je suis très heureux de venir parler ici à Lyon, à l'invitation de Frédéric, voilà, à côté de Paul, à côté de Nicolas, et j'espère... bon, je ne vais pas parler sur les métamorphoses de la classe ouvrière, c'est sûr, mais j'aimerais bien parler des techniques de travail sur le terrain, et puis de la façon dont on peut articuler son travail avec celui des économistes. Par exemple, il me semble que c'est très difficile de partir sur un terrain sans avoir réfléchi sérieusement à ce que d'autres chercheurs ont écrit sur ce terrain. Des chercheurs, ça peut être des économistes, ça peut être des écrivains, des romanciers, des gens qui ont connu les gens déjà présents sur ce terrain. Bon, voilà. Donc, je ne vais pas faire de discours. Je vais entendre. J'ai relevé quand même quelques formules dans ton propos, et puis tout à l'heure, j'espère qu'il y aura beaucoup de questions qui viendront, si certains d'entre vous avaient lu le livre, qui viendront autour de la manière dont je me suis comporté sur les différents terrains où j'ai été engagé. Alors, ce livre, effectivement, il est assez composite. C'est pas. Alors, je rends hommage à la manière dont Paul a su lui donner une apparence de construction, mais il a pris. Déjà beaucoup. Il a pris différents textes. Il
il a réfléchi sur ses textes, il a organisé belle présentation, mais au départ, hein, il n'y avait rien de donné. Et j'avais toujours pensé que ces textes resteraient perdus au fond de revues, au fond à l'intérieur d'un bouquin. Je n'avais jamais eu l'idée qu'il serait organisé de cette façon-là. Et après coup, il me semble qu'il y a de l'ordre et presque une unité relative, très relative. Mais je crois que ce sera intéressant de discuter autour de la relativité de cette unité et puis de beaucoup de questions qui vont, j'espère, venir dans le dialogue. Paul, du coup, sur la genèse un petit peu du livre, sur l'origine. Bon, déjà, merci pour l'invitation et puis pour être présent aujourd'hui en si grand nombre. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était un assemblage très hétérogène en fait, de textes, non seulement la date et le contexte d'écriture, mais la forme même des textes. Il y a des textes qui étaient déjà publiés, des textes qui étaient inédits, mais quand on dit inédits, c'est des textes qui n'étaient pas des textes. C'était des morceaux de chapitres ou parfois où l'introduction était 50 pages plus haut hein, que ce qui est devenu ensuite un tel ou tel chapitre inédit du livre. Donc effectivement, il a fallu d'abord se plonger dans la thèse d'État, la faire numériser. Et grâce à Nicolas Renailly et d'autres collègues de Dijon, on a pu avoir une version de travail de cette thèse et la lire intégralement et à la fois vérifier si ça s'incorporait à un projet comme celui-là pour que ça complète la vue d'ensemble de la première partie de ces travaux. Et donc ça se raccroche à cet article majeur qui était Jeunesse sans avenir et travail intérimaire. Et puis il y avait aussi quelque chose de très pratique, c'est est-ce que ça fait texte, qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut retrancher en accord avec Michel à chaque fois pour que ça fasse un chapitre. Et très tôt, comme il y avait donc 4 textes inédits, et comme on courait quand même sur, je ne sais plus, mais 30 ou 35 ans de recherche, on ne pouvait pas faire simplement une anthologie avec les textes tels quels, parce que ça faisait des ruptures de ton, parfois des choses qui étaient rendues obsolètes par un chapitre qui venait plus tôt. C'était pas forcément chronologique, l'ordre retenu. Ça a été dit, hein, on a fait un ordre plutôt thématique, même si on garde une certaine chronologie. Une seule précision, on avait d'un commun accord dit qu'il n'y aurait pas de texte écrit avec Stéphane Beau, parce que j'ai dû en écrire 25 au moins, et on n'exclut pas de faire, Stéphane et moi, un livre en commun à un moment, mais enfin, au départ, voilà, il y avait cette idée, voilà. On n'en fait pas, parce que on en a écrit beaucoup. Oui, et puis parce que surtout, ce qui était connu de toi, c'était précisément... autour de Sochaux. Voilà, et d'ailleurs, on était parti d'un entretien que Michel avait fait avec des Brésiliens. Et c'était juste, Michel avait une formule auquel tu souscrirais encore aujourd'hui. J'ai eu une vie avant Sochaux. Et donc, du coup, c'est quoi cette vie? Donc, on a commencé les premiers entretiens aussi un peu sur ce thème. Une série d'entretiens qui, à la fin, donnait cet entretien publié à la fin du livre. Mais il y avait aussi dans le choix des textes, effectivement, donc d'une part, le critère numéro 1, c'est pas de texte avec Stéphane, qui s'est chargé en revanche d'une postface. Et par contre, il y avait un autre critère, c'était qu'on puisse du coup mettre en avant la partie, je dirais, la moins connue de tout ce que tu as fait, et qui se trouve plutôt dans la première partie. Et qui touche au logement social, à cette question qui t'a beaucoup intéressé et pris de l'énergie, qui est celle de la notion de sous-prolétariat, sous le prolétariat urbain, les cités de transit, la pauvreté, comment les sociologues et les anthropologues parlaient de la pauvreté à ce moment-là. Donc ça, c'était un enjeu fort. Ensuite, il y avait dans l'édition même des textes, comme je le disais tout à l'heure, une volonté non pas de tout lisser et de faire perdre les aspérités des textes et leur contexte
initiale de parution, mais d'avoir pour en tout cas les lecteurs un minimum de continuité et qu'ils ne passent pas sans arrêt du coq à l'âne. Donc la totalité des articles qui ont servi, qui figurent dans le livre sous forme de chapitres, ont tous été retouchés, mais souvent très peu et uniquement sur des adjectifs, des virgules. Parfois il y avait des erreurs d'édition dans les textes initiaux qu'il fallait retoucher, et à chaque fois c'était un plaisir de retravailler ça ensemble et de se rendre compte qu'il pouvait avoir dit des choses, avoir mis dans 2 textes les mêmes informations à propos de 2 enquêtés différents, et que donc il fallait rétablir quelque chose, et que la mise en livre permettait ce genre de correction. Tu as fait quelques notes aussi qui sont d'une extrême utilité, et tu n'as pas abusé de ce procédé, mais enfin, en tout cas, elles avaient toujours leur utilité. Le rôle qui m'avait été confié, alors avant mon projet, il y avait eu d'autres tentatives, en tout cas d'autres projets de rassembler des textes de Michel. Alors pas forcément les mêmes et pas forcément tous, mais il y en avait eu un au début des années 90, dont Stéphane parle dans la postface, aux éditions Payot, puis ça a capoté pour des raisons purement un rachat d'un groupe éditorial qui fait que la collection est supprimée, donc le projet n'est pas sorti. Puis après, Florence Weber et Stéphane Beau avaient eu un autre projet, je crois, aux presses de l'ENS Ulm à la fin des années 90, début des années 2000, qui pour des raisons X et Y n'a pas non plus abouti. Donc au bout d'un moment, ce projet-là faisait sens pour beaucoup de gens, et je venais de faire quelque chose d'un peu similaire sur les textes de Jean-Claude Chambordon autour de la jeunesse. Et comme on discutait régulièrement avec Michel, je me suis posé une question très pratique, c'est comment faire pour qu'on arrête de me demander des photocopies des textes de Michel, qui sont critiques de l'économie politique. En plus, c'était long texte, donc il fallait scanner, etc. Bon, c'était beaucoup moins performant en plus qu'aujourd'hui, les scanners. Et donc, pourquoi pas faire un livre? Et évidemment, de l'aspect pratique, on passe très vite à un aspect beaucoup plus intellectuel de fond, c'est-à-dire lire dans la foulée tous ces textes. Ça donne une impression de cumulativité, d'une cohérence qui n'était pas délibérée, ni même consciente sur le moment, mais qui après coup peut ressortir, et la cumulativité de tes recherches. On voit bien que pour travailler sur les ouvriers, il a fallu aussi en passer par une réflexion sur la restructuration des classes populaires, la question de la chute sociale, de l'honneur social. Tout ça se met progressivement en place sans qu'il s'agisse d'un plan d'ensemble que tu aurais mûri, etc. Et moi, mon rôle s'est borné à éditer ces textes et à faire des petites transitions entre cette époque-là et aujourd'hui, puisque les textes de Michel, parfois, ne comportaient pas de précision sur l'époque à laquelle il écrivait, comme c'est le cas de tous les articles scientifiques. C'est un travail extrêmement ingrat que tu as mené non, je crois pas, à bout, sans m'en parler d'ailleurs, sans presque m'en parler, je m'en rendais à peine compte. C'est après coup que je me suis rendu compte. J'ai mesuré que tu donnais de la cohérence à quelque chose qui ne m'était pas apparu cohérent. Il faut dire 2 choses. C'est que premièrement, ça a été un peu les montagnes russes, parce que pendant tout le processus éditorial, qui a duré quand même 4 ou 5 ans, Michel, il me disait: tu crois vraiment qu'on va le faire, ce livre? Alors, je disais toujours oui, et puis les éditeurs, quand on leur disait ça, ils flippaient. Comment ça? Bon. Et donc, j'ai fini par comprendre que c'était une posture de recherche aussi. Il faut savoir douter de ce qu'on fait pour donner le meilleur de soi-même aussi, et c'est pas plus mal. Et la deuxième chose aussi, c'est que ça montrait une partie de ton travail, Michel, je crois, qui est une partie, on a dit, méconnue, etc., mais aussi, qui casse l'image de l'ethnographe qui va à la rencontre de Courrouge, des ouvriers avec son magnétophone, puisqu'on voit bien que tu as eu des moments où tu as voulu écrire des choses qui peuvent être beaucoup plus théoriques, en tout cas beaucoup plus dans la confrontation avec autre chose que l'ethnographie. Donc ça a été les statistiques, les statisticiens, ça a été aussi la théorie et les théoriciens, et sans pour autant que ça se résume à défendre une posture sociologique, même si tu l'incarnes ou tu essayes de l'incarner de façon différente à chaque fois. Ça n'est pas réellement pour donner des leçons de méthode ou de théorie. Et ça, moi, ça m'intéressait parce que dans ma génération,
disons que ça permet de mettre l'accent sur des enjeux toujours aussi actuels. Comment est-ce qu'on écrit, comment on utilise des entretiens autrement comme de pures illustrations. Ça veut dire quoi monter en généralité à partir de tel ou tel cas. Ça veut dire quoi aussi d'écrire des cas en montrant des singularités de ces cas sans les rendre absolus, sans les vérifier. Et en fait, je crois que pour ma génération, c'est important parce que ça nous permet de sortir aussi on va dire, d'opposition entre des écoles, entre des concepts, même si on n'est pas naïf et on sait très bien qui va où et d'où chacun vient. Mais il me semble que c'est important quand on lit ce texte de voir la part relativement autonome, si on peut reprendre l'expression, de ton travail, de ta pensée par rapport au groupe et à la matrice bourdieusienne, en fait, dans laquelle tu as baigné. Et avant Bourdieu, le rapport à Marx et au marxisme plus généralement, qui t'a amené à occuper la place que tu as occupée, donc un peu en marge du centre de sociologie européenne, et aussi vis-à-vis de la sociologie de Bourdieu. Je pense qu'il y a plusieurs réceptions possibles de la sociologie de Bourdieu, à cette époque en tout cas, rapprocher le travail de Michel, par exemple, du travail de Sayad ou de Yvette Delceau sous un autre rapport, c'est aussi rendre plus complexe l'appréhension d'une époque et d'un style de sociologie qui ne se résume pas à la figure uniquement de Bourdieu, qui malheureusement, il y a des raisons à ça, mais a pris le dessus aussi sur beaucoup de discours sur c'est quoi la sociologie, sur c'est quoi les rapports de domination, c'est quoi les classes populaires, etc. De ce point de vue, j'ai pris plaisir à éditer ce livre en ayant en tête ça. En ayant en tête le fait qu'il fallait... c'est pas une question d'hommage, je crois. C'est rendre accessible et rendre visible une certaine manière de travailler qu'on a résumé avec ce titre, Le temps d'écouter. Est-ce que du coup, effectivement, l'intérêt de l'ouvrage, c'est entre autres de faire découvrir les premières enquêtes, les moins connues par rapport à celles de Sochaux. Est-ce que tu pourrais revenir sur quels sont tes intérêts quand tu décides de travailler sur les cités d'urgence et de transit dans la région parisienne à partir des années 60? Et puis ici évoquer peut-être la première enquête sur ATD. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu le contexte dans lequel ces premières enquêtes se sont faites? Oui. Je veux dire un peu, on va revenir à cette question, mais dans le fil de ce que disait Paul aussi. Bon, à un moment donné, oui, j'insiste, j'ai fait une thèse d'État, je m'étais inscrit. Bon, quand je suis en 67, je me suis inscrit avec Bourdieu pour une thèse. Je raconte ça parce que souvent on me pose cette question, et la thèse là-dedans, comment tu t'es débrouillé. Alors je mets les choses au point, d'un point de vue administratif presque. Je m'étais inscrit, je m'étais mis en congé de l'enseignement secondaire après 4 ans de passage par un lycée, et je m'étais inscrit avec Bourdieu une thèse qui n'était pas une thèse d'État. Mais après 68, j'avais travaillé avec des sociologues du centre et plusieurs sociologues qui travaillaient à la Sorbonne, et eux m'avaient dit les rapports de force seront changés dans l'université, ce serait bien, on a discuté avec toi de ce que tu fais, etc. Et ce serait bien que tu viennes travailler avec nous, puisque à ce moment-là, il y avait des formes de travail d'équipe. Ce serait bien que tu viennes travailler avec nous à Paris 5. Il y avait Jean-Claude Combessy, il y avait Robert Castel, il y avait d'autres noms, Ansart, etc. Et on aimerait bien que tu viennes travailler avec nous. Et donc, je suis venu travailler dans ce qui allait devenir Paris 5.
Et puis, au même moment, un prof qui s'appelait Louis-Vincent Thomas, qui était un ethnologue qui avait enseigné pendant 20 ans à la fac de Dakar. Il a été, parce que la fac de Dakar avait été secouée par des événements aussi, et il était arrivé à la Sorbonne et il m'a dit, bon, et alors la majorité des profs ont dit, bah, il y a un type qui arrive on ne sait où, c'est Louis-Vincent Thomas, il y en a un autre qui arrivera comme assistant on ne sait d'où, Pialou. Bon, on va le faire travailler ensemble et ils vont faire de la sociologie urbaine parce que la sociologie urbaine est à la mode. C'était l'époque Castel, c'était effectivement, on nous a mis ensemble. Et là, on s'est très très bien entendu et on est devenus très copains, si j'ose dire. Et Louis-Vincent Thomas m'a dit, il faut que tu t'inscrives en thèse d'État avec moi. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je parle de ces trucs administratifs parce qu'avec du recul, j'ai pris une plus claire conscience de ces trucs-là. Et j'ai fait avancer le travail que j'avais commencé autour des cités de transit du sous-prolétariat, et je vais y revenir. Voilà. Et puis, bon, à la fin des années 70, j'avais avancé beaucoup. J'avais averti Bourdieu aussi. Et le Vincent Thomas m'a dit, bah, tu soutiens, je te fais un jury, il est constitué, il y a Bourdieu, il y a Chambard-Delot, etc. Et à ce moment-là, moi je me suis pas du tout senti envie de devenir prof et ni de soutenir une thèse dans ces conditions. J'avais écrit toutes les pages qu'il fallait faire relire, mais j'ai laissé tomber à ce moment-là ce truc. Et c'est après ça que je me suis tourné dans notre direction. J'ai pensé un moment travailler sur Amiens et avec des économistes, plusieurs personnes avec qui je m'entendais très bien. Puis finalement ça a capoté. Et puis il s'est trouvé que j'ai rencontré Courrouge par l'intermédiaire d'un cinéaste, Bruno Muel, qui avait beaucoup travaillé. Et là, j'ai eu le sentiment, au fond, que j'allais... Et j'ai laissé tomber les histoires de cité de transit et de sous-prolétariat, entre guillemets, en étant absolument conscient que je continuais à travailler sur le sous-prolétariat, mais je n'en faisais pas du tout un objet de recherche. Voilà. Et donc, c'est ce qui explique un peu la construction. Alors, j'ai raconté ça comme ça, en me plaçant sur le terrain administratif, les histoires de profs. Chacun des profs qui est ici doit avoir des histoires comparables dans l'analyse de sa trajectoire, lorsqu'il revient lui-même sur sa trajectoire. Voilà. Et moi, j'ai pas eu de regret. J'avais pas envie de devenir prof, pour le dire simplement. J'avais pas envie de diriger des thèses ou de faire des choses de ce genre, mais j'avais assez envie de continuer à être sur le terrain et à faire des entretiens, effectivement, parce que après tout, le titre que Paul a choisi est bon, parce que j'aime bien entendre parler des gens, mais c'est pas pour le plaisir de les faire parler, c'est... voilà, mais... Le travail, j'ai fait un nouveau travail sur un terrain tout à fait différent, mais effectivement, il se situait dans le prolongement du travail que j'avais fait avant, et je pense que la réflexion, si j'ai un peu de temps, je lirai des considérations que Bourdieu faisait sur mon travail
en 77, après avoir écouté un exposé que j'avais fait. Et d'un mot, et il disait on ne peut pas travailler sur le sous-prolétariat sans travailler sur le vrai prolétariat, parce que il y a des trajectoires montantes, des trajectoires déclinantes, et il faut les aborder ensemble. Et il me disait qu'il faisait des choses très justes, mais c'était peut-être intuitivement les choses que j'avais éprouvées moi-même. Et donc, le fait que dans ce livre, il y a 2 grandes parties, c'est pas une simple affaire d'incohérence, il y a une forme de cohérence et de cohésion qui existe dans ce livre si on veut s'interroger sur le fil qui passe d'un texte à un autre, et le type de problème qui est soulevé dans les différents textes. Enfin, je sais pas, je suis peut-être un peu incohérent, mais tout à l'heure, je serais ravi qu'on me pose des questions, qu'on me relance sur ces questions-là, mais il me semble que c'est utile de dire ça pour réfléchir sur la structure générale du livre. Mais du coup, est-ce que tu peux, voilà, sur ta toute première enquête sur ATD qu'on retrouve dans comment ça s'est passé, alors, une commande notamment? Eh ben ça c'est un boulot alimentaire, parce que la responsable de cette organisation, sur laquelle on pourra revenir, c'est une organisation caritative d'un nouveau type qui prenait de l'extension à ce moment-là. Après, il y avait eu l'appel de l'abbé Pierre, il y avait eu le mouvement que l'abbé Pierre avait lancé. Ce sont des gens qui relèvent du catholicisme social, en gros, qui s'intéressaient aux pauvres et à la pauvreté. Et au niveau américain notamment, il y avait, c'était l'époque aussi du président Lyndon Johnson qui lance ces croisades contre la pauvreté autour de ces thèmes. Il y a une façon nouvelle de parler de la pauvreté qui organise, et une responsable de cette organisation, Alvin de Vos van Steenijk, qui était d'origine hollandaise et qui avait le soutien de la sœur du général de Gaulle, qui était partie présente dans cette organisation aussi, est venue voir Bourdieu et lui a dit j'ai été émerveillé par la lecture de vos livres sur l'Algérie, vos travaux sur le sous-prolétariat algérien, c'est magnifique, et il va y avoir on va lancer sur le bidonville de Noisy-le-Grand une recherche qui sera financée par la fondation Ford, et on cherche, on va embaucher des psychologues pour travailler sur cette expérimentation. On cherche aussi un sociologue à mi-temps qui travaillerait sur avec nous sur cette expérience. Et Bourdieu, qui m'avait rencontré, qui connaissait bien Jean-Claude Combessy, qui était un de mes grands copains, et il a enregistré cette proposition, et puis il m'en a parlé, et j'ai dit pourquoi pas, parce que au moment où je quittais l'enseignement secondaire, je savais qu'il y aurait un moment de transition. J'ai accepté ce travail
à mi-temps d'analyse des problèmes du bidonville de Noisy-le-Grand dans le cadre de cette organisation qui, à l'époque, ne s'appelait pas Aide à toute détresse Quart-Monde, mais qui s'appelait simplement Aide à toute détresse. Et donc, j'ai travaillé pendant une année, en fait, 6 mois, en fait, oui, enfin, l'année 67-68, ça s'est fini dans la confusion un peu parce que tous les transports étaient arrêtés à cause de les événements de mai 68 sont survenus là-dedans. Mais dans cette année 67-68, je travaillais à mi-temps, voilà, et j'étais amené à réfléchir sur ce que sont les bidonvilles en région parisienne à ce moment-là, ce que sont les cités de transit, ce que sont les lieux où se trouvent rassemblés des gens qui sont classés comme pauvres, sous-prolétaires, etc. Et en même temps que je voyais des gens en chair et en os, je lisais la littérature française, américaine sur ces catégories-là et la manière dont certains individus étaient catégorisés ou n'étaient pas catégorisés. Et effectivement, j'étais extrêmement disponible parce que les métros s'étaient arrêtés à un certain moment. Bon, à partir d'avril-mai, le métro, les RER ne fonctionnaient plus. Enfin, je me suis dispensé d'aller aux endroits où j'allais habituellement. Et à ce moment-là, je discutais beaucoup avec les jeunes assistants de Raymond Aron à la Sorbonne et je me suis trouvé disponible d'une certaine façon. Je ne sais plus si je réponds à ta question. Si. Voilà. Mais ça me fait, enfin, je rebondis du coup sur quelque chose que j'ai évoqué dans l'introduction, c'est-à-dire à la lecture du livre et notamment les premiers chapitres sur à la fois sur l'enquête sur ATD puis les enquêtes sur... Alors je n'ai rien utilisé de ce que j'avais appris sur ATD. ATD, j'ai remis un rapport comme il me le demandait. J'ai suivi cette expérimentation parce que en fait, on me demandait rien de très précis. Il y avait 2 psychologues avec qui je m'entendais extrêmement bien. Il y en avait une qui avait été l'élève de Passeron à l'EPHE et elle ne partageait pas toutes mes vues, avait rien de marxisante, mais je m'entendais très bien avec elle et ça se passait très bien. Mais ça m'a permis de me rendre compte de ce qu'était l'idéologie, les traits dominants de cette organisation. Voilà, mais le hasard a fait que, le hasard, les événements historiques ont fait que j'ai pris de la distance et que j'ai pas renouvelé, personne ne me le demandait, j'ai pas renouvelé mon emploi à mi-temps dans cette association. Mais c'était le point de départ de ma réflexion sur, voilà, à ce moment-là, j'habitais à Aubervilliers d'ailleurs depuis 2 ans et je voyais le monde ouvrier d'Aubervilliers et puis je voyais aussi des gens qui étaient réunis à la fois dans le bidonville de Noisy-le-Grand, d'autres bidonvilles, je me rappelle avoir fait avec Sayad en 68, en mai 60, en avril 68. Enfin, le grand recensement national a été fait en avril 68 et celui dans le bidonville de la Campa, qui était un bidonville essentiellement pas essentiellement, mais espagnol et gitan. J'ai fait pendant 15 jours pour l'aide à toute détresse. Le recensement, ça avait une saveur particulière parce que
enfin, il y avait beaucoup d'animaux. Il y avait, je racontais, je sais plus, l'histoire du singe savant qui était souvent présent sur le boulevard Saint-Michel. Je l'ai rencontré à cette occasion dans le bidonville de la Campa. Et l'ours aussi. Ou c'était l'ours, oui, c'était pas ça. Voilà, voilà. Mais bon, je sais plus dans quelles conditions je terminais à parler de ça. Non, mais j'ai fait bon, ce qui m'était demandé dans le cadre de cette association. Et après, voilà, et ça m'a frappé. Bon, voilà, j'ai trouvé que c'était un objet de réflexion fort intéressant. J'aurais pu faire avec Dominique Merlier et Chapouli un travail sur les profs du secondaire dont on avait discuté aussi à ce moment-là. Je venais de faire 3 ou 4 ans dans le secondaire, mais j'ai préféré continuer à travailler voilà, sur le mot sous-prolétariat. J'ai mis, à partir de ce moment-là, j'ai mis des guillemets à ce mot parce que c'était une appellation qui recouvrait des choses extrêmement différentes. Le rapport entre le sous-prolétariat tel que Bourdieu utilisait le mot dans ses travaux sur l'Algérie, et puis le sous-prolétariat tel qu'il apparaissait à Noisy-le-Grand ou tel qu'il apparaissait dans le bidonville de la Campa, c'était de l'extérieur qu'on pouvait assimiler. Enfin, c'était des choses qui n'avaient rien à voir, sociologiquement parlant. Et justement, par rapport sur cette question, parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on te lit, enfin moi personnellement, j'étais assez frappé par la place occupée, enfin de la question de la différenciation interne aux classes populaires. Et quand on a en tête les réflexions, notamment de Claude Grignon et Jean-Claude Passeron dans Le Savant et le Populaire, et le regard qui est porté, enfin qui se dégage un petit peu de leur réflexion sur Bourdieu, avec l'idée d'une certaine forme d'indifférenciation finalement dans les classes populaires, une classe populaire qui serait assez homogène finalement. Quand on lit ton travail, c'est tout l'inverse d'une certaine manière. Et du coup, comment cette question-là, comment tu as pu, est-ce que tu en as discuté avec Bourdieu? Tu évoquais tout à l'heure une discussion, un séminaire qui finalement permettrait d'une certaine manière de aussi complexifier un petit peu cette vision-là de la position de Bourdieu sur la question de la différenciation interne des classes populaires. Oui, oui. Donc, voilà. Oui, oui. Je peux parler. Les gens parlaient pas très facilement avec Bourdieu. C'était pas quelqu'un qu'on pouvait aller voir. Il n'est jamais venu à la cafétéria de la Maison des Sciences de l'Homme. Il y avait bon, enfin, c'était pas facile bon, on pouvait, mais s'il y avait quand il y avait un séminaire, on pouvait discuter sérieusement. Plutôt, c'était une obligation de ne pas chercher des faux fuyants ou des questions accessoires et d'aller... Voilà. Alors, je le montrais à 2 ou 3 personnes. J'ai retrouvé, on m'a repassé récemment le compte-rendu qu'un des chercheurs du Centre de sociologie européenne Champagne avait fait d'un exposé que j'ai fait en 80... 75. Non, en 75. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, c'était en 75, donc dans les années 70, je bossais beaucoup là-dessus et j'ai fait un long exposé qui a été bien retranscrit et à la fin,
Bourdieu reprend, et ça m'a intéressé de voir les mots qu'il utilise. Voilà ce qu'il dit. C'est pas moi qui ai fait la retranscription, j'avais vraiment oublié complètement. Au terme de cette recherche qui avait pour point de départ le sous-prolétariat, on se trouve avec une interrogation sur la classe ouvrière et sur les problèmes fondamentaux de la classe ouvrière. Conscience de classe, unité de la classe ouvrière, conscience de classe et racisme, corporatisme et unité de classe. Là où le populisme décrit une classe ouvrière, on découvre toute une stratification. Cette stratification rendant possible des carrières, et en particulier des carrières déclinantes, des chutes, des retombées, des plongées. Quand on étudie le sous-prolétariat, en mettant des guillemets, parce que là, il met des guillemets, Bourdieu, alors que souvent dans ses travaux sur l'Algérie, il n'y a pas de guillemets, parce que oui, on étudie quelque chose de capital pour comprendre la classe ouvrière, à savoir qu'il y a quelque chose au-dessous. Il y a des degrés de dépossession, d'aliénation, et les schèmes de pensée naïfs avec lesquels on pense la classe ouvrière, le côté jeune Marx, le côté Lukács, les dépossédés qui ont un point de vue privilégié sur le monde social. C'est la dénonciation du gauchisme. Hein. Puisque n'étant rien, il voit tout, bon, avec ironie, on peut se demander si pour comprendre les attitudes, les pratiques, la conscience des moins dépossédés des dépossédés, il ne faut pas prendre en compte le fait qu'il y a plus dépossédés qu'eux. L'anxiété de la chute est toujours présente et plus particulièrement dans les périodes de crise. Un des prolongements empiriques de ce travail que je venais de faire, c'était les histoires de construction de HLM, cité de transit, les diverses catégories, la manière dont des agents de travail sociaux faisaient les répartitions d'un type d'établissement à un autre. Bon. Bon, il faut pas. Donc il faut prendre en compte le fait qu'il y a toujours des plus dépossédés. L'anxiété de la chute est toujours présente, et plus particulièrement dans les périodes de crise. Un des prolongements empiriques de ce travail serait d'interroger des travailleurs qualifiés, stables, sur leur représentation des instables, pour voir si dans la représentation que les travailleurs stables ont du monde social, de leur position, s'il n'y a pas l'anxiété de la chute représentée par l'image de ceux qui sont tombés ou par l'expérience pratique des carrières déclinantes avec l'accident, l'expulsion de HLM, etc. À une définition substantialiste qui est celle en termes de population. Ce sont des gens qui sont dans un habitat fait pour les rejeter, etc. On substitue une définition relationnelle, à savoir celle qu'il y a entre ceux qui se tiennent et ceux qui tombent. On étudie du même coup les effets sur ceux qui se tiennent de la potentialité de tomber, les effets de la carrière négative. L'idéologie politique utilise constamment cette propriété à propos des petits bourgeois. Le petit bourgeois est la tête de turc à la fois des artistes et d'une certaine marxologie. Un des succès du concept de petit bourgeois étant qu'il permet de cumuler l'anathème politique marxiste et l'anathème intellectuel. 9 fois sur 10, petit bourgeois ne veut pas dire autre chose. Une des propriétés fondamentales du petit bourgeois est qu'il est menacé de rechute. Il est très important de savoir que dans la classe ouvrière, ça existe aussi, et presque jusqu'au bout. Bon, je peux continuer à... Voilà, mais voilà,
j'avais complètement oublié ce texte, hein, moi. Je l'ai retrouvé très récemment quand on m'a refait passer cette photocopie faite de... Mais j'ai pas dû l'oublier complètement. Enfin, ça explique... Bon, dans ce bouquin, il y a une partie sur le sous-prolétariat, une autre partie sur Sochaux et les prolétaires. Bah, en fait, je pense que j'ai toujours réfléchi autour de ce monde des classes populaires et de ce qui le fait vivre et de ce qui le menace et aussi du rapport qu'il a avec les classes qui sont au-dessus, y compris les classes intellectuelles. Voilà. Bon, voilà, j'ai raconté ça tout à trac, mais c'est pour expliquer dans quelles conditions je suis passé d'un champ de recherche à un autre et en même temps quels ont pu être les schèmes organisateurs de ma recherche à différents moments. Voilà, et ça peut paraître de loin très incohérent. Il y aurait et il y a aussi d'autres thèmes de recherche que j'ai agités, qui ne sont pas présents dans le livre, mais qui pourraient y être. Mais enfin, ça, c'est quelque chose quand même qui me paraît assez important. Peut-être Nicolas, du coup, faire la transition avec Sochaux. Oui, le travail que j'ai fait après Sochaux, ça m'a paru fort utile, d'autant plus que la conjoncture changeait beaucoup. Quand j'ai commencé à travailler à Sochaux, la question de l'immigration, elle existait toujours, mais enfin, elle existait déjà. Il y avait des ouvriers algériens et marocains et turcs, ils étaient nombreux à Sochaux, mais qui n'étaient pas un groupe repoussoir. Enfin, alors, ce qui s'est passé dans les 25 années qui ont suivi, c'est fort intéressant. Mais si on a un schème comme celui-ci, qui est un schème qui doit être adapté, hein, toujours, qui n'est pas quelque chose de figé. Il y a une manière de se servir de Bourdieu comme de quelque chose de figé, etc. Mais là, il me semble que Bourdieu réfléchissait un peu en même temps que je racontais mes histoires sur la hiérarchie dans les HLM, ceux qui apparaissaient aux agents de classement comme des bons HLM, ceux qui étaient dans la position intermédiaire, ceux qui manifestement étaient destinés à récupérer, et puis la question des irrécupérables, voilà, c'est des vocabulaires qui existent dans différentes administrations bon, avec du recul aujourd'hui, lorsqu'on lit par exemple le bouquin sur la cause des pauvres, on s'aperçoit que au niveau du logement, au niveau du travail, au niveau de l'école, on a hiérarchisé sans cesse, on a établi des modalités de classement qui ne sont pas dans chaque champ exactement identiques, mais entre lesquels on peut trouver quand même quelques rapports. Voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais... Je vais compléter peut-être rapidement. Oui. Juste quelque chose. Donc au-delà de ce que vient de dire Michel à partir de la citation du texte de Bourdieu là, qui réagissait à son travail, où on voit bien le haut bas fragile de Schwartz en fait, qui était déjà là. Simplement les années de crise qui se sont prolongées ont fait que le prisme s'est accentué. Dans ce bouquin, il y a vraiment des perles. Hein. Franchement, alors sur la question du sous-prolétariat, il faut aller voir les chapitres 3 et 4, qui sont donc des textes issus de la thèse, qui n'avaient pas été publiés. Sur l'apparition de la catégorie d'exclus, par exemple. Voilà, toutes ces catégories-là qui apparaissent dès les années 70, Michel écrit sur la question. Et puis, il y a aussi une perle, enfin, moi, un texte, c'est la première publication de Michel, Travail social et structure de classe, à propos de la police des familles de Jacques Donzelot, qui est une critique très virulente et, pour moi, très juste et très bien
avec un crayon bien taillé, quoi, de Donzelot et derrière de Foucault, en fait. C'est de la démarche surplombante qui fait, voilà. Et donc c'est toute une... En fait, avec son bagage marxiste de départ, la fréquentation du CSE, Courrouge, pardon, Michel, arrive à amener une critique qui est vraiment très originale et je trouve très stimulante. Alors oui, donc je vais rapidement donc, essayer de contextualiser un peu la question de la rencontre entre Christian et Courrouge et Michel. Puisque donc j'ai été l'étudiant de Michel il y a quelques décennies maintenant, et puis il y a 3-4 ans je voulais commencer une enquête sur les usages sociaux de la forêt à travers la question des affouages notamment, donc la coupe du bois communal. Et j'étais en vacances chez Michel et il me dit mais tu sais Christian c'est un grand affouagiste, il a revendu son tracteur, mais etc. Et là déjà, il y a un monde qui s'ouvre, c'est-à-dire que je découvre un Courrouge qui m'est complètement invisible en partant des écrits des Courrouges-Pialou, quoi, de l'ensemble depuis les chroniques Peugeot. Et donc rapidement, je vais chez Christian et se reproduit la même chose qui s'est faite avec d'abord Michel, puis après Michel et Stéphane, puis en fait plein d'autres mondes, c'est plein de gens. Christian est une figure locale dans la région de Montbéliard. C'est quelqu'un qui a une soif de savoir qui est énorme et qui explique, je pense, en partie la rencontre avec Michel. Alors pour vous... Donc, et aujourd'hui, donc, je fais beaucoup d'entretiens avec Christian. Et c'est aujourd'hui un retraité de 72 ans qui est veuf depuis quelque temps et qui s'emmerde. Il s'emmerde et donc il est très content d'avoir un intello qui vient le voir. Et il reparle beaucoup spontanément de Michel, y compris quand on fait des entretiens ensemble avec des affouagistes, des anciens ouvriers, etc. Il m'en parle beaucoup. Et donc j'ai l'occasion à ce moment-là de toucher du doigt ce que c'est qu'être écouté. Donc c'est un peu renverser le titre du bouquin. Mais donc en amont de cette rencontre, en fait la rencontre, elle se fait donc c'est un petit peu expliqué dans le bouquin, mais elle se fait en 83, à un moment de crise entre guillemets, enfin voilà pour chacun des deux. C'est-à-dire que Michel l'a un peu évoqué, n'arrive pas vraiment à finir sa thèse, enfin il l'a fini mais il la soutient pas. Il y a l'enquête collective avec Golac, Desrosières, etc. à Amiens qui doit être faite rapidement parce que c'est les statisticiens qui l'amènent et les statisticiens sont les gens efficaces, voilà, donc c'est pas les sociologues de terrain qui vont chercher voilà. Et donc voilà. Et puis Nicolas, en fait, Jeunes sans avenir et travail intérimaire, c'est la substance de la thèse aussi. Bien sûr. Il a pu se débarrasser, Michel, de sa thèse parce qu'il y a eu ce texte avec Francine Muel qui a aidé à le sortir dans Actes et qui faisait office aussi de... Voilà, on l'a pas assez dit. Je crois que ce texte-là, il marque aussi à la fois la fin d'une première étape, mais aussi les acquis en fait, de cette recherche. Et s'il est si bon, c'est qu'il y a eu ce travail qui a été fait et que derrière, il a pu se consacrer à autre chose. Et tu évoques le personnage de Francine Muel-Dreyfus. Et en fait, le couple Muel est très important, puisque ce sont eux qui étaient en couple au début des années 70 à Montbéliard, à Sochaux, avec les groupes Medvedkin. Bruno, cinéaste, filmait les ouvriers, participait avec eux à faire des films du cinéma militant. Mais Francine venait régulièrement et souvent et a très vite été proche de Christian. Et quand Christian ne va pas bien, il a un copain qui vient de se suicider, le militantisme est très dur à cette époque-là, à Peugeot. Un jour, il débarque chez les... Il vient en fait négocier les lois aux roues à partir de 82 jusqu'en 85. Et c'est des négociations qui sont très dures. Enfin, lui, il le vit très mal. Et à ce moment-là, donc je cite Christian, c'est là que je rencontre Michel. C'est là que ça se fait. Francine en parle avec Michel en disant toi tu t'emmerdes et lui aussi s'emmerde. Voilà, il faut faire quelque chose. Et parallèlement, il rappelle, donc il faudrait aller voir Bruno et Francine, mais il rappelle dans un autre entretien
Donc moi j'en ai marre, je vais écrire, je veux plus faire ça, c'est-à-dire aller à la fois être AOS à l'usine et puis en même temps aller négocier à Paris. Et donc j'étais chez Bruno, et il me dit « Ah, j'ai quelqu'un qui peut t'intéresser parce qu'il se fait chier aussi dans son boulot. » Et donc on a mangé ensemble et on a discuté. Michel me dit « Ce qui serait bien, c'est que je vienne à Sochaux, etc. » Et donc il est venu passer une semaine, on s'est bien engueulé, mais vraiment. Hein. Avec lui, oui. Parce qu'on discutait politique, je veux dire. On n'était pas... Il avait raison, sauf que moi, j'étais pas prêt à accepter ça. Ça, en fait, je veux te dire, tu sais, quand t'es prolo sur une chaîne de montage, on a beau te dire que dans les pays de l'Est, c'est pas terrible ce qui s'y passe. Je le savais, mais j'avais pas envie d'entendre par les profs. Et donc là, on a une première... Je pense que cette rencontre est très signifiante dans le sens où Michel est marié à Cordula, qui est allemande, et donc qui va régulièrement à Berlin depuis des années. Et donc il connaissait très bien, avant 89, ce que c'était que les pays de l'Est. Et comparativement, Christian, qui était un OS, donc avec une certaine distance à la culture légitime, etc., ne connaissait pas tout ça, et croyait, dur comme fer, à l'URSS. Enfin, il y avait besoin d'avoir l'URSS pour ces militants de ces années-là. Bref, donc ça c'était pour resituer. Après, sur qu'est-ce que ça fait d'être écouté déjà, dans les propos de Christian, il y a beaucoup un énorme respect, pour ce qu'est Michel, pour ce qu'il représente. Michel, c'est une mine, quoi. Il te raconte, tu vois, et c'est bien, il connaît plein de trucs, c'est un puits de science. C'est rare de rencontrer des gens comme ça. C'est vraiment un grand intello, Michel. C'est marrant parce que c'est vrai que quand je le vois, il est à l'aise partout, Michel. Moi, je l'ai promené partout, je veux dire. J'ai des copains ouvriers, etc. Il boit des canons, il bouffe à côté de ça. Il emmagasine et à côté de ça, il emmagasine des trucs, une mémoire d'éléphant, et ça ressort. Donc il revient, je vais pas continuer longtemps, mais c'est juste pour finir l'histoire. Donc il revient sur leur première rencontre, cette fameuse semaine où ils se prennent la tête, enfin où ils se prennent la tête le premier soir en fait. Tu pourras corriger, hein, je parle à ton nom. Non, jusqu'à la fin, oui, la première semaine, elle a compté. C'était compliqué entre les deux, on était vraiment fâchés. Le lendemain, il disait, je vais foutre le camp. Et puis en fait, il n'a pas foutu le camp, et puis on est passé à autre chose. Et quand j'ai compris comment travaillait Michel, qui était capable d'écouter très longtemps, et puis d'en sortir un texte bien ciselé, bien foutu, etc., ça devient tout à fait autre chose, parce que après, tu l'introduis dans les familles ouvrières. Alors là, il va passer pour un intello. Il se paume tout le temps, ça déconne toujours quelque part. Quand il va enregistrer, il n'y a plus de piles, c'est le bordel, les cassettes qu'il mélange, c'est toujours Michel. Mais en même temps, les gens chez qui je l'ai introduit, tous les copains, ils en ont gardé un souvenir formidable, parce qu'il est d'une gentillesse. Christiane, une copine qui est là, qui leur permet de parler. C'est ça, il est curieux. Le mec qui fait du jardin, il est capable de l'interviewer dans le jardin, il va discuter de ses tomates, de ses haricots verts, de tout, et en même temps, tout d'un coup, il va parler un peu de ce qu'il se fait à l'usine, parce que Michel le ramène un peu. Et il en parle d'une façon très différente, très cool. Alors c'est long à dépouiller, parce que tu as 3 quarts d'heure ou 1 heure où le gars va parler de ses tomates, mais il y a l'essentiel, quoi. Et puis, Michel, ça reste quelqu'un de très proche, quoi. Je veux dire, sentimentalement, Michel, c'est... Bon, on a beaucoup vécu ensemble. C'est sûrement le meilleur truc qui a pu se passer dans ma vie, hein, honnêtement. Peut-être bien dans la sienne aussi, d'ailleurs. Bon, bref. J'arrête là, et pour poser... Alors, j'aimerais bien déjà qu'il réagisse à ces propos, parce que je ne suis pas sûr que tu connais tout ce... Je t'en ai passé quelques-uns d'extraits, mais voilà. Mais ce que je voulais dire, c'était à la fois, il y a ces générations de militants. Je peux juste donner un dernier extrait. Un grand copain de Christian Corouche, c'est Bruno Lemerle, qui a longtemps été secrétaire de la section CGT de Peugeot, et que Michel a beaucoup interviewé à plusieurs reprises dans les années 90. À chaque fois que tu venais, tu allais l'interviewer. Et donc là, il faudra que je fasse l'entretien avec Bruno, parce que je n'ai pas encore eu le temps de faire, mais Christian raconte, Michel l'avait interviewé il y a 30 ans, alors qu'il n'était pas secrétaire au syndicat. C'est pour ça qu'il avait envie de revenir, Michel. Ce genre d'entretien avec Bruno, il a une façon de m'en parler en me disant « Putain, quand je voyais Michel arriver, je savais sur quoi il allait poser les questions, ça m'obligeait à faire une analyse. Ça me faisait du bien. Alors c'est très stressant, mais il me dit, ça me permettait de classer mes idées, et quand il repartait, j'étais bien. »
Et je pense que c'est ça qui est très important, qui, dans ce sens-là, est un peu dans la continuité des groupes Medvedkin, qui étaient des groupes militants d'intello, qui venaient voir les prolos, quoi. Dans le sens où le temps d'écouter, c'est le temps d'essayer de franchir ces frontières sociales, qui sont celles de la culture, en gros, la culture que Michel incarne, maîtrisant le latin, le grec, ce qui impressionne beaucoup Courrouge, etc. Et puis, ces ouvriers qui, surtout nés dans les années 60, donc avec l'appel d'air de l'époque, Courrouge, par exemple, dans les années 60, donc il est de 50, donc il a... C'est pas un vrai OS, hein. C'est ça. Faut pas oublier, il est passé par le CET, enfin, Exactement. par le centre d'apprentissage. Et il grandissait à Cherbourg, et puis Cherbourg dans les années 60, pour quelques francs de l'époque, on pouvait prendre le bateau pour la journée, aller à Londres et revenir le soir. Et donc il le faisait quasiment tous les mois, il allait acheter des disques, il allait acheter des jeans, et puis voilà, donc il y a un accès à la culture, et en même temps, quand il se retrouve, notamment pour des raisons familiales, à migrer à Montbéliard à 18 ans en 68, il se retrouve coupé enfin, il se retrouve de fait OS et sans accès à cette culture. Je me rappelle une anecdote qu'il m'avait racontée. Il était en CET. Il fabriquait il avait des pièces à faire. Bon, et 3 ou 4 ans après, il est revenu voir son prof. Et ils ont parlé un long moment. Et au bout d'un moment, le prof a sorti de quelque part sur son bureau une pièce. Et il a dit à Courrouge, oui, Courrouge lui avait dit, je suis OS maintenant. Et le prof lui avait dit, c'est une honte que tu sois OS, que tu ne sois pas devenu un professionnel. Et le prof a sorti une pièce et lui a dit, tu vois, cette pièce, c'est celle-là que je garde sur mon bureau et je la montre à qui de droit à un moment. Eh bien, cette pièce, c'est toi qui l'avais fabriquée il y a 4 ou 5 ans. Et Courrouge en avait gardé un grand orgueil d'ouvrier professionnel. Tu lui feras je note. Raconter cet épisode. Mais donc, c'est un OS sans être tout à fait un OS. Donc, il y a des hiérarchies dans le monde ouvrier, et si on ne le savait pas... Mais oui, pour ouvrir sur un autre domaine, et je pense que c'est sur le lien qu'il y a entre les deux parties du bouquin, quoi. C'est-à-dire que tu as toute la première partie qui est plutôt la sociologie urbaine ou de la question résidentielle du prolétariat, etc. Et puis la deuxième qui est plus sur la condition ouvrière liée au travail. Dans beaucoup de tes textes, tu reviens sur la nécessité d'étudier le travail et le hors-travail. Et en fait, ça a été ma surprise quand la première fois que j'ai été chez Berger, chez Christian, c'est de découvrir ce que je disais tout à l'heure avec l'anecdote, de découvrir un Courrouge dont vous ne rendiez pas compte, tous les deux. C'est-à-dire que vous alliez ensemble, parce que tu l'écoutais dans une démarche compréhensive, etc. Et parce que ce qui le préoccupait à l'époque, comme toi d'ailleurs, c'était la question de l'usine. Vous allez beaucoup parler du travail, mais Courrouge, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu dans les cités, qui a accédé à la propriété dans les années 80, dont la femme était devenue bibliothécaire, qui était très importante, parce que du coup, il me raconte qu'il suffisait qu'il note sur le frigo un bouquin qu'on lui avait conseillé qu'il fallait qu'il lise, et la semaine d'après, sa femme l'avait commandé, il l'avait, quoi. Donc voilà, c'est cette forme de... qui avait aussi un garage clandestin chez lui. Voilà, toutes les peintures qu'on récupérait, qu'on piquait à l'usine et puis qu'on faisait pour réparer les bagnoles des copains, quoi, avec un tarif à prix coûtant pour les copains OS, etc., un peu plus cher pour les OQ, et puis carrément hors de prix pour le peu de cadres qu'osaient venir là, quoi. Et puis qui était aussi beaucoup impliqué dans la vie culturelle locale. Et en fait, est-ce que tu peux expliquer ce hiatus, quoi ? C'est-à-dire que le Courrouge que vous racontez ensemble, c'est pas
complètement le coup rouge que dans d'autres textes, comme le superbe texte sur Ahmed K ou l'ouvrier et le chef d'équipe, tu racontes par ailleurs, quoi. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Écoute, l'histoire du travail à côté, j'étais très au fait de ça parce que j'avais eu Florence Weber comme étudiante et j'avais gardé, et elle enseignait elle enseignait à l'école normale. Et elle travaillait sur le travail à côté, donc j'ignorais rien de cette question du travail à côté et de la place que ça pouvait tenir dans un univers ouvrier. Mais bon, je faisais un choix, j'allais discuter où je prélevais je prélevais ce qui relevait de l'usine, mais pas, c'était pas par ignorance de tout ce qui existait à côté. Et je suis allé avec Courrouge dans les jardins. À un moment donné, il a eu un jardin ouvrier lui-même. Voilà, mais je ne vais pas parler de ça. Enfin, voilà, c'était pas au centre mais je n'en ignorais rien, et enfin, mais c'est vrai que ce que je privilégiais, c'était ce qu'il me disait de la vie sociale dans les ateliers. À mon avis, sans ignorer le reste. Mais d'une certaine façon, puisque je n'en parlais pas du reste, c'était une manière de l'ignorer aussi. Hein. Voilà. Mais dans ma tête, il me semble que j'étais conscient de... Et quelque part, c'est présent, mais c'est pas traité en tant que tel. Oui, c'est pas traité, c'est pas traité, voilà, mais j'aspirais pas à faire le travail dans ça. Au fond, j'ai toujours eu cette idée qu'il vaut mieux faire assez bien le travail sur lequel on s'est lancé, peut-être faire aussi un peu référence à ce qui existe parallèlement, plutôt que de vouloir tout couvrir. Il y a aussi un effet de période où on est dans les années 80, et il faut, pour Michel, je crois, montrer que les ouvriers existent encore, qu'il y a une vie d'usine, à un moment où il y a tout un discours qui commence à s'imposer sur la moyennisation et sur les usines sans ouvriers, les ouvriers sans usine. Donc il faut bien voir que les acquis, a posteriori, on a l'impression que ça se fait toujours en bon ordre. Mais en fait, comme il le dit très bien dans l'entretien, il s'intéresse au logement social quand la plupart des sociologues, des militants vont dans les usines. Et puis après, quand il y a un reflux de la critique sociale, un reflux du marxisme, un reflux de la sociologie du travail dans sa forme classique, il s'y colle. Voilà. Et le débat avec les économistes, c'est pas, je crois, enfin tu me corriges, mais c'est pas juste un goût pour l'interdisciplinarité, c'est que c'est des économistes qui s'intéressent aussi à la question du travail. Et en tant que sociologue, encore faut-il être à la hauteur de ces débats et montrer que la sociologie a quelque chose à dire, qui plus est dans un laboratoire comme le Centre de sociologie européenne, où il n'y avait personne d'autre qui travaillait vraiment sur les ouvriers. Donc ça donne une responsabilité supplémentaire. Chacun sait que c'est dans les petits groupes aussi que se décide ce genre d'affinité, etc. C'est pas dans le ciel des idées, enfin en tout cas dans le ciel des problématiques du moment, quoi. Il y a aussi ça, je pense, non ? Oui, absolument.